Elle est certainement la plus célèbre des pharaons. C'est une véritable icône, une star de l'Antiquité, une séductrice. Cléopâtre nourrit l'art, la littérature, la peinture. Mais qui était la femme derrière la légende? Les témoignages dont nous disposons sur Cléopâtre posent un problème parce que leurs auteurs appartenaient exclusivement à l'élite régnante. Des textes arabes? Des centaines de manuscrits n'avaient jamais été étudiés avec soin. Et de nouvelles fouilles archéologiques Ce complexe est immense. dévoilent peu à peu le visage de cette souveraine énigmatique et nous font découvrir la dernière reine d'Égypte. Le mystère Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. Une audiodescription proposée par France Télévisions. Les Ptolémées ont été la dernière dynastie des pharaons d'Égypte. La période ptolémaïque a duré près de 3 siècles, jusqu'à la conquête de l'Égypte par Rome. Cette famille avide de pouvoir était sans pitié. Son histoire est faite de scandales, de rivalités, de consanguinité et de meurtres. Elle s'est achevée avec la plus connue des Ptolémées, Cléopâtre, qui, malgré sa célébrité, reste une énigme. Virginie Giraud, historienne. Le dernier grand mystère, c'est la tombe de Cléopâtre, puisque ça, nous ne savons pas encore où elle se trouve, bien que des archéologues aient des idées aujourd'hui là-dessus et qu'elle ne demande qu'à être vérifiée dans les années à venir. Mais il y aurait quelque chose de littéralement magique que de retrouver la dépouille de la reine des rois. Et c'est ça qui contribue à nourrir aussi le fantasme autour de Cléopâtre. Cléopâtre sculptée sur un mur du temple de Philae. Ce tombeau, jamais localisé, pourrait livrer des informations précieuses sur sa vie. Musée de l'Ermitage. Cléopâtre en basalte noir portant la corne d'abondance. Une nouvelle théorie fait renaître l'espoir de percer enfin le mystère. Kelly Olson, historienne, Université Western. Selon Strabon et Plutarque, le tombeau de Cléopâtre se trouverait dans une très belle cité ou un très bel endroit entouré de bâtiments. Il ne serait donc pas dans la nécropole royale des Ptolémées à Alexandrie, qu'on appelle Soma ou Séma. La nouvelle hypothèse suggère que son monument funéraire pourrait se trouver à l'extérieur de la ville, sur le site de Taposiris Magna. Les ruines d'un phare au milieu d'un reg. On doit cette nouvelle piste à l'archéologue dominicaine Kathleen Martinez. L'archéologue est devant les vestiges du temple d'Osiris. J'ai cartographié cet endroit et j'ai localisé tous les temples antiques. Celui qui a attiré mon regard est celui-ci, parce qu'on ne savait rien sur lui. Son nom est Taposiris Magna. Taposiris Magna est une ville qui se situe à 30 km à l'ouest d'Alexandrie. C'est un centre religieux, c'est une ville qui est vraiment tournée vers une dynamique religieuse. C'est pas une grande ville commerciale et cosmopolite comme l'est Alexandrie, c'est une ville dont l'ensemble de l'activité est tourné vers les dieux. Ce complexe est immense. Depuis 2002, Kathleen Martinez explore le site à la recherche d'indices sur Cléopâtre. Des excavations mettent au jour l'entrée de différentes tombes. L'une des premières découvertes faites à Taposiris Magna est la statue d'un pharaon portant un shenjit, le pagne traditionnel. Une inscription gravée près de la statue l'identifie comme le pharaon Ptolémée IV, l'un des ancêtres de Cléopâtre. Un lien existe donc entre le temple et la dynastie des Ptolémées. Alors déjà, il faut bien comprendre que les Ptolémées ne sont pas des Égyptiens, mais des Grecs. Alexandre le Grand a fait la conquête de l'Égypte et après sa mort, les Diadoques, donc ces grands généraux, se sont partagés son territoire. Et c'est le fils de Lagos, Ptolémée, l'un des Diadoques, qui a pris la gestion du royaume d'Égypte et qui a fondé sa propre dynastie. Les Ptolémées ont régné à partir de 305 avant notre ère, quand Ptolémée Ier Soter se fait proclamer Basileus, c'est-à-dire roi en grec ancien. La famille des Ptolémées va totalement épouser les mœurs égyptiennes. Et chez les pharaons, on pratique une stricte endogamie. Cela signifie qu'on se marie en famille parce que les pharaons sont presque plus proches des dieux que des êtres humains. Donc, pour garder le pouvoir entre eux, sans le salir avec des simples êtres humains, on se marie entre frères et sœurs. Pour bien montrer que tout le monde appartient à la même famille, on se transmet le même prénom. Tous les garçons dans cette famille qui sont appelés à régner vont s'appeler Ptolémée,
Et les filles vont se partager 3 prénoms qui vont être en gros Cléopâtre, Arsinoé et Bérénice. Et la Cléopâtre qui nous intéresse, donc la Cléopâtre de Jules César et de Marc-Antoine, c'est Cléopâtre VII. Les conflits familiaux étaient nombreux et violents. Stacy Schiff, auteur de Cléopâtre. Des luttes entre frères et sœurs, des mères qui décapitent leurs enfants. C'était des gens impitoyables. Il fallait tuer pour éviter d'être tué. Et Cléopâtre a suivi la tradition. Ptolémée XII est considéré comme un homme qui est assez faible. Il préfère la fête à la politique, il est déjà très compromis au niveau de Rome. Donc Bérénice, sa fille aînée, va décider de le chasser du pouvoir. Ptolémée XII va être obligé de partir en exil avec ses plus jeunes enfants, parmi lesquels se trouve Cléopâtre. Ces années en exil ont forgé le caractère de la future souveraine. Cléopâtre se rend compte que toute sa famille veut le pouvoir, mais un pouvoir personnel. Et que cette famille est ce qu'on dirait aujourd'hui toxique. C'est-à-dire que tous sont prêts à se tourner les uns contre les autres pour prendre le pouvoir. Donc finalement, ce qu'elle découvre, c'est qu'elle ne peut faire confiance à personne, et surtout pas dans ceux qui portent son sang. Cléopâtre est montée sur le trône en 51 avant notre ère, donc 153 ans après son ancêtre Ptolémée IV, dont la statue a été découverte par Kathleen Martinez. Mais pour étayer sa théorie, l'archéologue doit absolument trouver d'autres éléments. Ce que j'essaie notamment de comprendre, c'est son rôle en tant qu'incarnation humaine d'Isis. Très peu de chercheurs se sont penchés sur cette question. Comme tous les pharaons qui l'ont précédé, Cléopâtre incarne une divinité aux yeux du peuple. Et cette déesse est Isis. Isis était une déesse très importante pour les Égyptiens. Son nom signifie « trône ». Sheila Eger, historienne. Elle a donc toujours été associée au pouvoir politique. Pour établir un lien entre Taposiris Magna et Cléopâtre, Kathleen Martinez souhaite notamment savoir si ce temple était bien consacré à Isis. Au cours de la première saison de fouilles, j'ai exhumé ce dont rêve tout archéologue. Kathleen Martinez. Les dépôts de fondation. Au début de la construction d'un temple, des plaques votives ou des objets au nom du pharaon qui en est le commanditaire sont déposés au niveau des fondations. Cela permet de savoir à quel dieu le temple est consacré. Sur les inscriptions retrouvées ici, on peut lire qu'il s'agit d'un temple d'Isis, construit par Ptolémée IV Philopator, le même pharaon dont on a retrouvé la statue. C'est une preuve tangible. Une autre trouvaille a aussi permis à l'archéologue de se retrouver face à face avec la souveraine. Une pièce de monnaie représentant le profil d'une femme, à Taposiris Magna. Là, c'est un autel. À l'intérieur, on a découvert 200 pièces de monnaie. Ces pièces pourraient peut-être nous permettre d'établir un lien direct entre le temple et un pharaon. Malheureusement, elles ont été très abîmées par l'érosion. Après les avoir soigneusement restaurées, les archéologues ont eu la surprise de voir apparaître un visage et un nom. Sur une face, il était écrit Cléopâtre en grec, et sur l'autre, il y avait son effigie de profil. C'est une avancée décisive dans l'enquête. Kathleen Martinez dispose maintenant de la preuve d'une connexion entre la reine et le temple, mais aussi d'un portrait inédit. La découverte de ces premières pièces avec le portrait de Cléopâtre a été l'un des moments les plus forts de nos recherches. Il reste peu de traces de la dernière dynastie égyptienne. Ce trésor est donc une mine d'informations. Virginie Giraud. Prérogative régalienne, c'est l'affaire des rois, littéralement. Donc Cléopâtre, en tant qu'autorité émettrice de la monnaie, se fait représenter sur ces monnaies. Les seules indications fiables sur le physique de Cléopâtre viennent des pièces de son époque. Sur ce portrait, elle ressemble beaucoup à son père. Elle a le nez aquilin, le front haut, les yeux écartés et enfoncés, et le menton saillant. Elle n'est pas vraiment belle. Et la monnaie qui circule de main en main est ce qu'on appelle un tract métallique, une manière de faire passer un message politique. La technologie moderne nous permet d'imaginer à quoi pouvait ressembler la reine. Des spécialistes de la numérisation en 3D ont utilisé le profil visible sur les pièces de monnaie pour reconstituer avec une précision inédite son visage.
Cette visualisation permet ainsi de mieux comprendre comment Cléopâtre se présentait à ses sujets. Les traits fins, le teint mat, un chignon bas retient ses cheveux bruns. Autour de la tête, elle porte ce qu'on appelle un diadème, un bandeau en tissu attaché à l'arrière. C'était un symbole de royauté chez les monarques de la période hellénistique. Le message qu'elle envoie est clair. Elle est aussi compétente et aussi légitime sur le trône que les hommes qui l'ont précédée. Ce portrait est une affirmation de son autorité royale. À Taposiris Magna, un drap blanc recouvre une excavation. Pour Kathleen Martinez, les vestiges exhumés dans le temple d'Isis, les pièces de monnaie et les statues, prouvent l'importance du lieu à l'époque de Cléopâtre. Je pense que s'il y a un endroit où l'on a une chance de retrouver le tombeau de Cléopâtre, c'est à Taposiris Magna. Au fil des siècles, la souveraine est devenue une légende, voire une caricature. Les sources dont nous disposons sur Cléopâtre posent un problème parce que leurs auteurs étaient exclusivement des hommes de la haute société, comme toujours dans l'Antiquité. Il n'y a rien de mal à faire partie de cette élite masculine, mais son point de vue était forcément subjectif. Une carte en 3D de l'Égypte au temps de Cléopâtre. L'empire de Cléopâtre s'étend de la Libye à l'ouest au territoire actuel de la Syrie. La carte montre le phare d'Alexandrie sur l'île de Pharos et les pyramides de Gizeh et de Saqqara dans les terres. De l'autre côté de la Méditerranée se trouve Rome, la puissante rivale de l'Égypte. Pour les Romains, Cléopâtre est avant tout une ennemie. C'est pourquoi tous les moyens sont bons pour la discréditer. Stacy Schiff. Cléopâtre se démarque de la plupart des autres femmes de l'histoire parce que son poids politique a été exagéré, à l'initiative d'Octave. L'empereur romain avait besoin de la faire passer pour un ennemi redoutable, et c'est pourquoi il lui a donné beaucoup plus d'importance qu'elle n'en avait réellement. Elle a été dépeinte plus riche, plus machiavélique et plus séductrice qu'elle ne l'était réellement. Cléopâtre était puissante, mais jamais autant que la littérature romaine ne l'a laissé entendre. Virginie Giraud. Cléopâtre est un personnage que toute personne qui a un peu d'érudition connaît. Donc elle nourrit l'art, la littérature, la peinture. Et du coup, cela va se cristalliser autour du fantasme de la femme de pouvoir, séductrice. Cela va se cristalliser aussi sur l'image de la femme qui se suicide avec le serpent qui mord son sein, façon de montrer de la nudité dans la peinture du XVIIe et du XVIIIe siècle. Sa vie, ou plutôt sa légende, a souvent été portée à l'écran. Cléopatra de Cécile B. 2000. Dans les années 1930, Claudette Colbert a joué Cléopâtre. Une femme sexy, qui boit et qui a de la répartie. Une femme facile, une image très affriolante. Bien sûr, le film qui a marqué les esprits est celui de 1963 avec Elizabeth Taylor et Richard Burton. Il est incontournable. Un film de Joseph Mankiewicz. La puissante souveraine a donc été remplacée par une femme fatale, rusée, inventée par la propagande romaine. Mais où se trouve la vérité? En 48 avant notre ère, elle lutte contre son frère cadet pour garder le trône. Sheila Eger. Les tensions et la rivalité entre le frère et la sœur sont si fortes que Cléopâtre est renversée. César, aux prises avec une guerre civile à Rome, vient à Alexandrie pour s'assurer que l'Égypte se rangera à ses côtés et mettra ses richesses à sa disposition. Puisque l'Égypte, à cette époque, n'est pas du tout le pays que l'on connaît aujourd'hui. C'est un pays qui est extrêmement fertile, extrêmement riche et qui est le grenier à blé d'une partie de toute la Méditerranée antique. Les ports commerciaux sont extrêmement puissants, Alexandrie est l'un de ceux-là. Pour Cléopâtre, c'est l'occasion de reprendre la main. Soutenue par la puissance romaine, elle pense faire pencher la balance en sa faveur. Ce qui était au départ une alliance stratégique s'est transformé en une liaison d'un autre type, puisque Cléopâtre a eu un fils avec César 9 mois plus tard. Elle a eu cette capacité remarquable à avoir des enfants au bon moment. C'est effectivement un coup du destin incroyable pour Cléopâtre. Son fils devient l'héritier des deux empires, égyptien et romain. Elle reprend donc le pouvoir. La baie d'Alexandrie de nos jours. Le siège de l'Empire se trouve à Alexandrie, une cité connue pour sa culture et son raffinement et que Rome envie. Alexandrie est l'une des villes les plus importantes de la Méditerranée antique. La ville grouille de monde et de voitures.
C'est vraiment une très grande ville cosmopolite où tout le monde se retrouve, où l'on fait du commerce, c'est le carrefour des idées intellectuelles et des marchandises. Statue d'Alexandre le Grand à cheval. Alexandrie est une vitrine de la richesse et de la puissance de l'empire de Cléopâtre. Strabon fait une description de la chaussée qui relie le continent à l'île de Pharos, où se dresse le phare d'Alexandrie, l'une des 7 merveilles du monde antique. Le géographe grec précise qu'il culmine à plus de 100 mètres et que la chaussée est recouverte de marbre blanc. Un jeu de miroir reflète la lumière de sa flamme à 50 km à la ronde. C'est une ville qui s'étend sur 5 km de côté, donc le long du port d'Alexandrie, qui se referme sur lui de manière à protéger les bateaux. Il y a une grande voie qui traverse toute Alexandrie d'est en ouest, qui s'appelle la voie canopique. Il y a des portiques le long des rues, donc ça donne un côté extrêmement riche à cette cité. Et la bibliothèque d'Alexandrie est quelque chose de quasiment unique. Celle-ci est la plus grande de toute l'Antiquité. Il y a des dizaines de milliers de rouleaux de papyrus qui y sont conservés. Et ces rouleaux de papyrus sont chacun des livres. La Bibliotheca Alexandrina à l'architecture ultramoderne. Aujourd'hui, une bibliothèque s'élève à l'emplacement de ce qui était autrefois le joyau de cette cité. On sait vraisemblablement que Cléopâtre allait beaucoup à la bibliothèque quand elle était petite, puisqu'elle y retrouvait ses enseignants. À l'intérieur de la Bibliotheca, des jeunes gens étudient. Cléopâtre est aussi une femme très cultivée. On peut imaginer que dans cette bibliothèque, elle retrouvait des philosophes, des linguistes, des mathématiciens, des gens qui lui ouvraient l'esprit à toutes les disciplines que l'on enseignerait encore aujourd'hui. Kelly Olson, historienne, Université Western. Plutarque nous dit qu'elle parlait 9 langues. Elle était très instruite. Les Ptolémées aimaient s'entourer d'intellectuels, de penseurs, de poètes et de musiciens. Il faut bien se figurer qu'aujourd'hui, être polyglotte, c'est vu comme quelque chose de très bien, d'assez chic. En réalité, quand les Romains disent que Cléopâtre parle 7 à 9 langues, ils veulent dire qu'en réalité, elle parle les langues des barbares et c'est très mal vu pour eux puisque le latin et le grec doivent suffire. Elle est la seule souveraine de la lignée ptolémaïque à avoir appris l'égyptien, la langue de ses 7 millions de sujets. Ça en dit long sur elle. La bibliothèque d'Alexandrie a connu de nombreuses destructions, hélas, et la première en date de la guerre du Nil, donc dans les années 40, avant Jésus-Christ, lorsque Jules César fait la guerre à Ptolémée XIII, le frère de Cléopâtre. Il va, un peu malgré lui, incendier une partie de la ville qui va gagner, au moins on le pense, les entrepôts de la bibliothèque et détruire plusieurs milliers de manuscrits. Un manuscrit très abîmé est exposé dans une vitrine. Voici une copie du seul manuscrit de l'époque de Cléopâtre qui nous soit parvenu. Quand je pense à tous ces ouvrages de littérature, de poésie et d'histoire qu'on a perdus, ça me brise le cœur. L'ancien palais royal de Cléopâtre a été détruit par un tsunami en l'an 365 de notre ère. À peine 4 siècles après sa mort, les traces de la dernière reine d'Égypte ont été englouties par les flots et oubliées. Pour de nombreux égyptologues, la dernière demeure de Cléopâtre se trouve à cet endroit. Mais les recherches sous-marines entreprises n'ont rien donné. Retour à Taposiris Magna, où les fouilles archéologiques avancent à grands pas. Des archéologues travaillent sur l'excavation d'une tombe non loin des ruines du phare. L'équipe de Kathleen Martinez est impatiente d'inspecter la tombe numéro 5, localisée l'année précédente grâce à un radar à pénétration de sol. Elle s'approche de la tombe protégée par un drap blanc. Elle est située à côté d'un monument conçu sur le modèle du phare d'Alexandrie. Étant donné le caractère exceptionnel de cette découverte, les autorités égyptiennes ont autorisé l'archéologue à continuer ses fouilles. À l'intérieur de l'excavation, nous avons découvert que ce tombeau contenait 2 chambres. Les restes humains que nous avons trouvés dans la première étaient ceux d'une femme momifiée, à côté d'un ibis. Dans l'Égypte antique, cet oiseau était le symbole du dieu de la sagesse, Thoth. C'est un indice majeur.
La présence de l'ibis à côté de la momie suggère que la femme était importante. Et les surprises ne s'arrêtent pas là. Le dernier jour de la saison passée, quand tout était terminé, nous avons découvert qu'il y avait une autre chambre qui était très bien cachée. Les deux cavités ont été creusées l'une au-dessus de l'autre. Kathleen Martinez n'a jamais vu ça. Celle du dessus a été pillée, mais l'autre est intacte. Comme un personnage important est enterré au même endroit, ce qu'il y a à l'intérieur intrigue les scientifiques. Des hommes en djellaba et turban retirent les pierres devant la chambre funéraire close. Kathleen Martinez descend dans la cavité rectangulaire de 2 mètres de profondeur qui donne accès au tombeau. 2 hommes l'aident à se réceptionner. Elle sonde la roche qui obstrue l'entrée à l'aide d'un outil. On a un gros bloc et un deuxième. Un homme retire l'enduit friable autour du bloc avec une truelle. Un autre est agenouillé dans une niche au-dessus de l'entrée et tente de desceller la pierre. Il nous faut un burin et une masse. Un homme leur tend les outils nécessaires. Pendant que l'un casse la roche, l'autre fait levier. On a dégagé une petite ouverture. Il faut faire attention à ne pas laisser tomber le bloc à l'intérieur. On y est presque. Les 2 hommes extraient la pierre qui dévoile une partie de l'ouverture. C'est bon. C'est ouvert. Elle lance un coup d'œil à l'intérieur. Incroyable! Il y a 2 momies. Plus tard, un homme fait céder la seconde pierre qui obstrue l'accès. Kathleen Martinez se tient dans la niche au-dessus de l'entrée. Malgré son impatience, l'équipe doit être minutieuse. Je maintiens le bloc pour qu'il ne tombe pas à l'intérieur. La moindre erreur pourrait détruire les fragiles momies. L'homme secoue le bloc qui vacille. Attention. Le bloc n'est pas cassé. Kathleen tient la pierre que l'homme tente de soulever. Chaque bloc de pierre pèse environ 35 kilos. Ça y est, Il retire la pierre. il est dégagé. L'homme s'attaque à un autre bloc. On continue à retirer le plâtre pour extraire les autres blocs Kathleen porte un foulard autour de la bouche et du nez. et ouvrir la tombe. Ces momies reposent sous terre depuis près de 2000 ans. L'une des momies semble plus détériorée que l'autre. On peut éclairer à l'intérieur. Linda, on est prêt. D'accord, j'arrive. L'entrée est complètement déblayée. Linda Chapon est ostéologue et elle va donner son avis sur les momies. La femme descend dans la cavité. Je peux déjà dire qu'elle date de la période ptolémaïque, c'est-à-dire de l'époque de Cléopâtre. C'est la première fois qu'on retrouve une tombe intacte avec 2 momies à Taposiris Magna. Sous les débris du cartonnage funéraire, les crânes des 2 momies apparaissent. C'est formidable. C'est le moment que j'attendais. La momie de droite, baptisée momie numéro 1, est complète. Mais celle de gauche, la numéro 2, est très abîmée. Visiblement, le trou qu'on voit tout au fond a permis à de l'eau de ruisseler. Pour en savoir plus, Kathleen Martinez doit radiographier les momies. Mais la tombe est trop exiguë pour y introduire un appareil. L'ostéologue prend des photographies. Il faut déplacer les 2 dépouilles sans les abîmer. Les laisser ici n'est pas envisageable, car elles commenceraient à se détériorer dès l'ouverture de la chambre au contact de l'air. L'ostéologue colle de fines compresses sur les fissures du cartonnage funéraire. J'essaie de protéger cette partie de la momie numéro 1 parce qu'au fil du temps, des fissures se sont formées.
Les jours suivants, l'équipe consolide le cartonnage funéraire avec de la colle et des compresses et prépare les momies pour leur transfert. Il faut absolument protéger cette enveloppe extérieure, car elle pourrait livrer des informations précieuses. Le processus de momification est très ancien, il remonte à la plus haute antiquité égyptienne, puisque les Égyptiens avaient à cœur de conserver leur corps pour le monde des morts. Traditionnellement, les organes étaient extraits avant la momification, mais pendant la période ptolémaïque, ils restaient en place. On va le mettre à dessécher dans des sels qui s'appellent le natron. Donc on va laisser pendant 70 jours le corps s'assécher dans une croûte de sel pour enlever toute l'humidité qu'il y a à l'intérieur de manière à ce qu'il ne pourrisse plus. La dépouille est recouverte de résine ou d'huile parfumée. Et ensuite, pour protéger ce corps, on va l'enrouler dans des bandelettes de lin, très précautionneusement. On va même enrouler tous les doigts, les uns après les autres. Le cartonnage funéraire était composé de bandes de lin ou de papyrus tenues par du plâtre ou de la colle. Ensuite, des motifs ou des feuilles d'or pouvaient être ajoutés sur cette coque rigide. À cette époque, il était aussi courant d'utiliser d'anciens rouleaux de papyrus, qui pourraient donc aider à reconstituer des manuscrits perdus. Les momies de Taposiris Magna pourraient nous en apprendre davantage sur les Ptolémées et sur leur représentante la plus célèbre. Linda Chapon. Comme le crâne est très friable, on a décidé de le combler avec du coton mélangé à de la colle. Ça devrait le consolider. On espère que le cartonnage ne s'effondrera pas sur lui. Pendant l'opération, l'équipe remarque un détail intrigant. Ici, on peut voir un scarabée. Sur la momie numéro 2, on distingue les contours presque effacés d'un scarabée. Les Égyptiens croyaient à la renaissance après la mort et cet insecte peint à la feuille d'or symbolisait la vie éternelle et la renaissance. Il devait garantir l'avenir de la momie dans l'au-delà. Les Égyptiens observaient la nature autour d'eux et qu'ils ont vu les scarabées bousiller faire rouler leurs pelotes jusqu'à leur terrier. Et donc cette course de cette boule avec le scarabée représente pour eux symboliquement la course du soleil qui disparaît chaque soir derrière l'horizon et qui revient chaque matin, donc la renaissance perpétuelle. Et c'est pour ça que le dieu Khépri, sous la forme du scarabée, accompagne le défunt pour l'accompagner dans la renaissance. Dans la chambre funéraire, Linda est accroupie devant l'une des momies. Malheureusement, la momie numéro 2 ne peut pas être transportée d'un seul tenant. Elle dépose des fragments du cartonnage sur le plateau que lui tient Kathleen. Pour préserver le motif du scarabée, l'équipe enlève le cartonnage morceau par morceau et le reconstituera plus tard en laboratoire. Kathleen. Ne soulève pas ce fragment. Fais une incision dessous, comme en chirurgie. Le cartonnage des deux momies a été recouvert de feuilles d'or. Le but est de les faire ressembler à des dieux, afin qu'ils soient mieux traités dans l'au-delà. Et les défunts devaient donc appartenir à la bonne société. Kathleen tient une masse brunâtre dans la paume de sa main. Ça, c'est la résine de la momification. Après avoir prélevé le cartonnage, Kathleen et Linda se penchent sur ce qu'il reste du squelette de la momie numéro 2. Les os sont très fragiles. Avec un pinceau, Linda dégage les côtes. Je pense qu'il s'agit d'un homme. Pendant que le travail de préservation des momies se poursuit, Kathleen Martinez s'intéresse à un autre endroit du site, le phare où des fouilles ont commencé. Les ruines du phare se dressent au sommet d'une crête de calcaire. Il se trouve à 500 mètres de l'hôtel où les pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre ont été exhumées. L'édifice est trop loin de la mer pour servir de phare, mais il était visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Sa fonction reste un mystère. Un pick-up arrive avec 6 ouvriers assis sur la plateforme arrière. Ils déchargent de lourds fragments de pierre. Pendant les fouilles, nous avons retrouvé ces fragments de statues et nous avons réalisé que l'une d'elles était placée dans cette niche et que l'autre était dans celle-ci. Dans l'Antiquité, il y avait donc 2 statues monumentales à l'entrée de ce tombeau. Ça devait être magnifique.
Mais il nous manque encore des morceaux. Ces statues portent des toges de style gréco-romain. Kathleen retire la poussière sur un fragment avec un pinceau. C'est un homme, avec une silhouette imposante. L'autre fait davantage penser à une femme, avec quelque chose d'enroulé autour de la taille. Ces statues, près d'un temple d'Isis et de l'endroit où Cléopâtre a vécu et s'est suicidée, pourraient être des indices capitaux dans l'enquête sur la dernière demeure de la reine d'Égypte. La présence de ces deux sculptures à l'entrée laisse penser que c'est plus qu'un tombeau. Ça pourrait être un temple funéraire. Un temple funéraire au soleil couchant. Les pharaons bâtissaient des monuments funéraires grandioses, à leur gloire. Dans une vallée, une longue voie processionnelle mène à un complexe grandiose sur 3 niveaux. L'un des plus impressionnants est le temple funéraire d'Hatchepsout à Der el-Bahari. Ces nombreux hiéroglyphes racontent la vie de la souveraine. Dans le temple, fresques colorées de Sokar et Toutmosis III. On n'a jamais retrouvé de temple funéraire pour les pharaons de la dynastie des Ptolémées. Sur le site de Taposiris Magna, au pied du phare, devant l'entrée du tombeau. 3 semaines après le début des fouilles, l'équipe a réussi à déplacer l'un des gros rochers qui bloquait l'accès au monument. Des objets hétéroclites sont extraits du monument. Une nouvelle découverte semble confirmer que les archéologues sont sur la bonne piste. Kathleen met au jour une arme enfouie dans le sable. C'est une magnifique épée. Elle est cassée en 4. On a aussi des restes de sandales, avec le trou pour les lacets. C'est une grande pointure, donc forcément un soldat. Là, c'est du cuir, pour une ceinture ou des chaussures. Cela ressemble à l'équipement d'un soldat romain. Et c'est une première à Taposiris Magna. Elle retire la poussière sur un morceau de métal rouillé. C'est un fragment en fer qui va avec ça. Elle le pose à côté d'un anneau métallique et de la sandale. C'est ce qui est incroyable quand on est archéologue. On peut remonter le temps. Ces quelques vestiges romains rappellent que le destin de Cléopâtre, de sa dynastie et de l'Égypte, est intimement lié à Rome. Statue en bronze de Jules César en armure d'apparat à Rome. En 44 avant notre ère, Jules César est assassiné et Rome bascule dans la guerre civile. Cléopâtre doit choisir son camp. Si elle veut garder son trône, elle n'a pas droit à l'erreur. Virginie Giraud, Pour le moment, historienne. Cléopâtre va se tenir tranquille. Mais elle sait qu'à Rome, elle a besoin de trouver un autre allié. Mais le problème, c'est que la mort de Jules César a généré un certain nombre de troubles politiques et que désormais, 2 hommes s'affrontent pour être l'héritier de Jules César. Il y a l'héritier familial, qui est Octave, le futur empereur Auguste, et il y a l'héritier militaire, Marc-Antoine, le bras droit de Jules César, un grand stratège militaire. Comme la campagne militaire de Marc-Antoine est très coûteuse, ce dernier décide de demander de l'aide à Cléopâtre. Et il la fait venir dans sa garnison à Tarse. Cléopâtre arrive en Cilicie avec une mission, séduire Marc-Antoine et former une nouvelle alliance. Stacy Schiff, auteure de Cléopâtre. Elle organise une réception extraordinaire, avec des lampions dans les arbres, des banquettes magnifiques drapées de tissus précieux et une somptueuse vaisselle incrustée de pierres précieuses sur les tables. Marc-Antoine a la réputation, certes d'être un très bon militaire, mais il aime aussi le vin et les femmes. Elle le sait. Il s'assoit près d'elle, il commence à dîner, elle lui sert des mets extraordinaires, les vins les plus fins, et voilà comment elle va nouer une nouvelle alliance avec Marc-Antoine, qui sera désormais son nouvel allié à Rome. La suite est une histoire d'amour, entrée dans la légende. Sheila Eger. Sur le plan stratégique, cette liaison les sert tous les deux. On a du mal à savoir ce qui relève des sentiments et ce qui est politique. Affiche de Cléopâtre avec Elizabeth Taylor. Cléopâtre se range aux côtés de Marc-Antoine, politiquement et personnellement. Cette décision scelle son destin.
Racontées par les Romains, leur rencontre et leur alliance ont un parfum de soufre. La souveraine est présentée comme une femme dangereuse et rusée. Cette image est restée. Pourtant, il existe d'autres récits de l'époque. Dans un musée égyptien, un quinquagénaire à lunettes examine des ouvrages anciens derrière des vitrines. En menant des recherches sur des textes arabes, un chercheur égyptien a découvert une facette méconnue de Cléopâtre. Okasha El-Dali, égyptologue à l'University College de Londres. Quand j'étais étudiant à l'université du Caire, je me demandais pourquoi on ne nous enseignait que les travaux de grands professeurs occidentaux. Okasha El-Dali a donc cherché des sources arabes. Dans une salle de lecture, il compulse des ouvrages. À ma grande surprise, il y avait des centaines de manuscrits qui n'avaient jamais été publiés, voire même étudiés de près. Ces manuscrits du Moyen-Âge regroupent les recherches d'historiens arabes qui ont travaillé sur des textes antiques, des hiéroglyphes, des artefacts et des cartes. Il examine des dessins avec des légendes en arabe. Le point le plus intéressant est sans doute l'absence de toute référence à sa beauté. Son physique n'est pas un sujet. On parle essentiellement de son talent pour gérer les affaires de l'Empire, pour gouverner et pour négocier. Jusqu'à présent, on pensait que peu de textes avaient été écrits sur Cléopâtre dans le millénaire qui a suivi sa mort. On découvre que ce n'est pas vrai, et que c'était avant tout une reine intelligente, cultivée et très subtile. C'était une personne d'une grande sagesse, une philosophe, qui tenait les érudits en haute estime et appréciait leur compagnie. Elle a aussi rédigé des ouvrages sur la médecine, les microbes et la cosmétique. Par ailleurs, de nombreux textes lui sont attribués, connus de ceux qui pratiquent la médecine et d'autres sciences. C'est très intéressant, Kelly Olson. parce qu'en Occident, l'image de Cléopâtre est celle d'une séductrice sulfureuse et cruelle, alors qu'en Orient, son portrait est vraiment très différent. On dépeint une femme très cultivée, avec une grande intelligence et un don pour les langues. Elle en parlait plusieurs, avec une excellente compréhension du potentiel de son pays. Les recherches actuelles sur la souveraine sont l'occasion de démêler le vrai du faux. À Taposiris Magna, 2 tentes en toile sont dressées près de la zone de fouille. Cela fait maintenant plusieurs semaines que la tombe numéro 5 a été ouverte. Et le permis de fouille arrive bientôt à expiration. La momie numéro 1 a pu être sortie. Sous une tente. C'est le grand moment. Je ne pensais pas qu'on réussirait à extraire la momie tout en protégeant le cartonnage. Il faut maintenant savoir quel secret se cache à l'intérieur. La momie est enveloppée dans des bandes de mousse. L'analyse au rayon X pourrait nous livrer des informations précieuses. Kathleen Martinez. C'est la première momie intacte qu'on découvre dans la nécropole de Taposiris Magna. Et on veut savoir quelle a été la méthode de momification. On le verra sur les radios. L'équipe installe un appareil de radiographie. Dans un premier temps, l'équipe cherche à dater les momies. La présence éventuelle des organes permettrait de savoir si elles ont été embaumées à l'époque ptolémaïque ou ultérieurement. Un radiologue prend des clichés. L'ostéologue Aya Mohamed Taher examine les radios qui font apparaître les os et les tissus durcis par le temps. Kathleen est avec la scientifique. Vous en savez plus sur le procédé de momification? Ils n'ont touché à rien dans le corps. Ils n'ont rien enlevé pour la momification? Je pense que non. Ce nouvel indice concorde avec ceux découverts sur le tombeau et le temple. Les momies datent bien de la période ptolémaïque. L'ostéologue pointe une radiographie sur l'ordinateur. Ici, vous voyez une zone qu'on appelle l'échancrure sciatique. Elle est large, donc c'est une femme. D'accord. Elle a plus de 18 ans, parce que la 3e molaire est sortie. C'est formidable. Maintenant, on connaît son sexe.
On en a discuté avec l'ostéologue et le radiologue, qui confirment. Dans ce tombeau, il y avait donc un homme et une femme, peut-être mari et femme. On voit aussi la position de la main. Cet os de la main est juste au-dessus de son bassin. Donc, la momie se tenait peut-être comme ça. Elle joint les mains sur le bassin. C'est une information très intéressante. Les pharaons étaient souvent inhumés avec les bras croisés sur la poitrine. Et dans les mains, leurs attributs royaux, le fléau et le sceptre. L'équipe pense que la position des mains sur le bassin suggère que c'était une femme de haut rang. Si c'est le cas, elle était sans doute très instruite, et comme elle a été enterrée à Taposiris Magna, elle travaillait peut-être dans le temple. Les radios révèlent d'autres secrets. Ici, on a un détail étrange qui saute aux yeux. C'est une fracture. Une fracture de son vivant? Oui, avant sa mort. Cette fracture présente des signes de consolidation. Ce détail est très révélateur. On sait que la femme a été blessée, mais que son statut social lui a permis de se faire soigner et d'avoir le temps de guérir. Les pièces du puzzle s'assemblent peu à peu. Nous avons beaucoup avancé. Je suis triste que la saison des fouilles se termine déjà. Nous allons devoir attendre jusqu'à l'année prochaine. Entre-temps, nous allons travailler à la restauration de la momie et du cartonnage. Le cartonnage demandera un travail long et minutieux en laboratoire. L'équipe espère que la momie numéro 1 et le cartonnage récupéré sur la momie numéro 2 lui en apprendront davantage sur les Ptolémées et peut-être sur Cléopâtre elle-même. Il est important de souligner que le cartonnage des momies est exceptionnel, tout comme l'emplacement de cette tombe. Les ornements étaient en feuilles d'or, ce qui est un signe de richesse. C'étaient sans doute des personnes importantes et instruites. Dans l'Égypte antique, les prêtres savaient lire et écrire, contrairement à la plupart des gens. Comme les défunts ont été enterrés près d'un temple, ils appartenaient peut-être au clergé. Cléopâtre, en tant que pharaon, est aussi l'intermédiaire entre les dieux et les humains. Donc l'une de ses tâches principales est d'exercer des cérémonies quotidiennes qui lui permettent d'honorer les dieux, mais comme elle ne peut pas le faire seule, comme tous les autres pharaons qui l'ont précédée pendant presque 2000 ans, eh bien, il y a un vaste collège de prêtres à travers toute l'Égypte qui officient quotidiennement auprès des dieux pour leur offrir des cadeaux, pour les honorer. Le rôle des prêtres consistait à apaiser les dieux pour que les pharaons puissent gérer les affaires de l'Empire. L'alliance de Cléopâtre et Marc-Antoine a été fructueuse. Elle a financé les campagnes de son amant et il a protégé son trône en Égypte. Au départ, ils sont seulement amants. D'ailleurs, elle va tomber enceinte de jumeaux. Qui est la femme de Marc-Antoine à ce moment-là? C'est Octavie. Et Octavie, c'est la sœur d'Octave. Marc-Antoine va décider de répudier Octavie pour épouser solennellement Cléopâtre. Suite à quoi naîtra leur troisième enfant. Et là, on sait qu'au moment où il rompt son mariage avec Octavie, le signal est donné d'une guerre entre Octave et Marc-Antoine. La fin de leur histoire est encore très mystérieuse. Et les textes antiques ne parlent pas de l'inhumation de la souveraine. Marc-Antoine ne voit pas l'ascension d'Octave. Il n'est pas très au courant de ce qui se passe à Rome. Il a sous-estimé son rival. Virginie Giraud. L'épisode fort de cette guerre, c'est la bataille d'Actium, en 31 avant Jésus-Christ, le 2 septembre plus exactement, qui va se situer non pas en Égypte, mais près des rives de la Grèce, pas très loin de Corfou. Donc là, il faut imaginer que l'on a les deux armées qui sont stationnées l'une en face de l'autre sur les rives de la mer. On a quand même 2 légions romaines qui se font face.
avec des légions égyptiennes qui viennent renforcer le côté de Marc-Antoine. Une partie des légions sont sur mer, en bateau, ce sera une bataille navale. Or, qui dirige les bateaux d'Octave? C'est l'amiral Agrippa, son fidèle bras droit, qui est un excellent stratège militaire et qui va imposer une défaite cuisante à l'armée de Marc-Antoine. Marc-Antoine et Cléopâtre se réfugient à Alexandrie pour échapper à Octave. Alors qu'Octave approche, Marc-Antoine et Cléopâtre comprennent qu'ils n'ont que deux options. Mettre fin à leur jour ou laisser Octave s'en charger. Marc-Antoine rate son suicide. Il est amené jusqu'à Cléopâtre et il meurt dans ses bras. Kelly Olson. Cléopâtre devait être désespérée. Son armée était anéantie, la bataille était perdue, son époux s'était tué. Cléopâtre est assignée à résidence en attendant qu'Octave décide de son sort. Sa fin tragique n'a fait que renforcer son aura posthume. Donc totalement désespérée, notre Cléopâtre se retrouve enfermée, vraisemblablement dans son mausolée. Et là, comme elle a quand même de la dignité, il ne lui reste qu'une chose à faire, c'est mourir comme une reine, donc se suicider. Comment s'est-elle suicidée? Ça, on ne sait pas vraiment. Dans le film de 1934, la reine ouvre un coffret contenant un serpent. Ce dont on est sûr, c'est qu'elle s'est suicidée d'une manière ou d'une autre. Elle s'y connaissait en poison. Elle les avait étudiés et les avait expérimentés. Elle savait comment se suicider avec honneur et grandeur. Cléopâtre approche le serpent de sa poitrine. Quand Octave arrive, elle est déjà morte. Selon certaines sources, elle aurait mis du poison dans une de ses épingles à cheveux, creuses, qu'elle aurait pu utiliser pour se piquer et s'injecter un poison. Selon d'autres sources, elle aurait demandé à se faire livrer un panier de figues au fond duquel étaient dissimulés 2 aspics qu'elle aurait utilisés pour se piquer et mourir avec leur venin. Or, ce geste-là n'est pas gratuit. On raconte dans la mythologie égyptienne que mourir en se faisant mordre par un serpent, quand on est une reine, par un uréus, donc le serpent sacré, est une manière d'aller directement dans le paradis des Égyptiens de l'Antiquité. Donc c'est vraiment une mort de reine. Cléopâtre et Marc-Antoine disparaissent sans laisser de traces, à part dans la propagande romaine et la légende. Aujourd'hui, les découvertes de Kathleen Martinez et de nouvelles recherches dressent un portrait inédit de la souveraine égyptienne. Si on essaie de comprendre sa personnalité en oubliant le mythe et les idées reçues qui l'entourent, on peut dire qu'on est en présence d'une femme qui a réussi à rester au pouvoir dans des circonstances extrêmement difficiles. C'est un exploit sur le plan politique, mais aussi intellectuel. Cléopâtre était engagée et active, à une époque et dans un monde où les femmes étaient encouragées à être soumises et discrètes. Dans l'Antiquité, la plupart des femmes n'avaient aucun droit politique. Elles ne pouvaient pas voter, se présenter aux élections ou accéder à d'autres responsabilités. Mais Cléopâtre a su s'imposer. Elle a tout fait pour que sa volonté l'emporte. Alexandrie en 3D à l'époque de Cléopâtre. La souveraine est née et a grandi à Alexandrie, la ville la plus cultivée du monde antique où elle a fini par régner. Elle était instruite et parlait 9 langues. Pour son peuple, c'était une déesse vivante. Elle se voyait comme l'incarnation d'Isis. Et elle a voulu transformer Taposiris Magna en grand centre religieux. Je pense qu'elle y est venue très souvent. Et grâce à elle, le site a accueilli l'un des plus grands temples dédiés à Isis. Kathleen Martinez étudie le site depuis 2002 et elle est persuadée de toucher au but. Elle vient de faire une grande avancée en découvrant 2 momies qui pourraient être celles de prêtres ou de hauts dignitaires. Le scarabée ailé du cartonnage de la momie numéro 2 apparaît à l'écran. Donc, elle a formulé l'hypothèse que Taposiris Magna servait de nécropole royale à l'époque ptolémaïque, puisqu'on y a retrouvé des décorations de style ptolémaïque, donc de style gréco-romain, et notamment beaucoup d'objets à l'effigie de la reine Cléopâtre, et notamment des monnaies. Les fouilles des vestiges archéologiques de Taposiris Magna
pourrait enfin éclairer une page méconnue de l'Antiquité. Donc, tous ces indices convergent vers l'idée que le site est occupé au 1er siècle de notre ère. Peut-être donc aussi pour la nécropole royale. Et l'objet des fouilles à venir de Kathleen Martinez va être de retrouver peut-être le tombeau de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Dans les années à venir, peut-être retrouvera-t-on enfin la momie de la reine des rois. Pour l'instant, l'ultime demeure de la dernière reine d'Égypte reste un secret bien gardé. Kathleen Martinez marche seule dans les ruines du temple de Taposiris Magna. Votre soirée Science Grand Format se poursuit avec l'histoire étonnante d'une autre femme de l'Égypte antique. Elle s'appelait Némès Bastet et c'était une chanteuse du temple d'Amon. En 2012, dans la vallée des rois, des archéologues mettent au jour sa tombe. Une sépulture qui, comme vous le verrez, n'a pas échappé aux pillages déjà nombreux dans l'Antiquité. Tout de suite, retour sur cette découverte inattendue avec la princesse oubliée de la vallée des rois.